où la lumière dorée caressait les feuilles de vigne, devenant le cadre de promesses murmurées et de baisers passionnés. Il l'appelait « ma reine »,« mon amour », et Élise, si longtemps assoiffée d'affection, s'abandonnait à chaque mot, à chaque contact. Lucien ne voyait pas son âge, disait-il, seulement la beauté de son âme et la sagesse de son regard. Elle se sentait revivre, comme la vigne en fleurs au printemps. Ensemble, ils explorèrent les petits villages de Changé, l'odeur du fromage et du vin flottant dans l'air. Lucien l'emmenait danser dans des fêtes locales, où les regards curieux ne la dérangeaient plus. Elle se sentait protégée et désirée. Il la convainquit même de voyager, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de son mari. Une semaine à Paris, dans les bras de Lucien, lui redonna l'impression d'être une jeune femme, visitant des musées, dînant dans des bistrots chics et riant dans les rues illuminées. La solitude qui l'avait oppressée disparut, remplacée par une euphorie presque juvénile. Au château, Lucien commença à jouer un rôle plus présent. D'abord conseiller en vin, il devint bientôt son compagnon à chaque repas, à chaque sortie. Il suggérait des changements de gestion pour optimiser les profits, disait-il de sa voix mélodieuse. Élise, enchantée et confiante, signait des documents et déléguait des responsabilités qu'elle gérait jusque-là avec rigueur. Elle voyait en lui non seulement un amant, mais un successeur, celui qui protégerait son héritage. « Tu es mon avenir, Lucien », avouait-elle les nuits étoilées, tandis qu'il lui caressait les cheveux. Il souriait, un sourire qu'Élise trouvait sincère, mais qui parfois portait une ombre imperceptible, une lueur calculatrice que seul un observateur extérieur pouvait remarquer. Sa femme de chambre de toujours, Marie, une femme discrète et fidèle, observait la transformation d'Élise avec une pointe d'inquiétude. Les nouvelles habitudes, les dépenses extravagantes, l'ingérence de Lucien dans les affaires familiales, tout semblait trop rapide. Élise, cependant, était aveuglée par la passion. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi aimée. Mais l'amour pourrait-il être un piège déguisé en rêve? Si ce rebondissement vous a choqué, suivez la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer le prochain drama. Un jour, alors qu'elle préparait une baguette aux chèvres et au miel dans la spacieuse cuisine du château, Élise songea à sa chance. La voix de Lucien au téléphone, dans le bureau, la ramena à ses souvenirs. Il parla à voix basse, presque chuchoté, quelque chose à propos du projet et de l'argent. Élise sentit un frisson la parcourir, mais l'attribua rapidement à son imagination. « Il doit parler d'affaires pour le vignoble », pensa-t-elle. Pourtant, le doute, si infime soit-il, était bien installé. Lucien, en la voyant, raccrocha brusquement et vint la prendre dans ses bras, la couvrant de baisers et de compliments. « Mon amour, c'est pour toujours », dit-il, ces mots semblant un peu trop répétés aux oreilles d'Élise, qui, pour la première fois, ressentit une légère dissonance entre ce qu'elle entendait et ce qu'elle ressentait. Elle força un sourire, acceptant le verre de vin qu'il lui offrit, tentant de noyer son inquiétude. Ce jour-là, alors qu'elle se promenait dans les vignes avec Lucien, la brise fraîche de Changé sembla apporter non seulement le parfum de la terre, mais aussi une prémonition. Avez-vous déjà ignoré une prémonition pour la regretter plus tard? Cette trahison vous a-t-elle surpris? Suivez la chaîne pour plus de rebondissements comme celui-ci. Malgré le verre de vin que Lucien lui avait offert, Élise ne parvenait pas à masquer l'inquiétude provoquée par la brise de Changé. Les mots « Mon amour, c'est pour toujours » résonnaient dans sa tête, mais ils sonnaient désormais creux, comme un écho lointain dans les galeries froides de son propre château. Cette nuit-là, tandis que Lucien dormait profondément à ses côtés, Élise resta éveillée, repensant aux mois écoulés. Elle se souvenait de documents qu'elle avait signés sans les lire attentivement, d'opérations bancaires que Lucien avait présentées comme des investissements essentiels à la modernisation du vignoble, et de la façon dont il l'avait toujours détourné des discussions financières plus approfondies. Les jours suivants, le doute germa. Élise observa Lucien d'un œil différent, plus attentif. Elle remarqua qu'il passait des heures au téléphone dans son bureau, à voix basse, et qu'il raccrochait toujours brusquement lorsqu'elle s'approchait. Un matin, alors qu'il prenait un café à la pâtisserie du coin, l'odeur des croissants frais et du café serré ne parvenait pas à masquer la tension. Lucien était plus impatient. Son sourire, autrefois si captivant, semblait maintenant forcé, presque un masque. Il se plaignait de petits détails, de la longueur du café, du manque de vin de la veille.
Élise, qui l'avait vu comme un jeune homme plein de vie, y décelait maintenant les traits d'un homme irritable et autoritaire. Marie, la fidèle servante, remarqua également le changement. Un jour, alors qu'elle rangeait le bureau d'Élise, elle vit Lucien fouiller des papiers importants sans rapport avec le vignoble. Il semblait chercher quelque chose, avec une expression que Marie ne parvenait pas à déchiffrer. Plus tard, en servant le dîner, Marie murmura à Élise dans un français empreint de l'accent local. « Madame, faites attention, les jeunes gens ont des ambitions. » Élise la regarda, la phrase simple mais lourde de sens, et ressentit un frisson. Marie, qui la connaissait depuis des décennies, n'avait jamais été du genre à bavarder ou à donner des conseils non sollicités. Cet avertissement venant d'elle fut un véritable signal d'alarme. Mais que faire? Comment remettre en question l'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait redonné le sentiment d'être vivante? La situation devint intenable lorsqu'Élise tenta d'accéder à l'un de ses comptes bancaires pour un projet caritatif local. La transaction fut refusée. Après avoir contacté la banque, elle fut informée qu'une série de virements importants avait récemment été effectués, vidant considérablement le compte. Et les signatures, elles semblaient toutes être les siennes, mais Élise n'avait aucun souvenir de les avoir apposées. La découverte fut un choc, un coup de poing au ventre qui la coupa le souffle. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière et profonde. Cette nuit-là, Changé semblait plus froide et plus sombre. Élise confronta Lucien. La dispute commença doucement, mais dégénéra rapidement en dispute. Il nia tout avec une férocité qu'Élise n'avait jamais vue, l'accusant d'être paranoïaque, vieille et jalouse. « Tu es folle, Élise! C'est ridicule !» hurla-t-il, ses yeux autrefois doux étincelant de rage. Il manipula ses mots avec brio, retournant la situation contre elle, la faisant douter de sa propre santé mentale. Mais les preuves financières étaient irréfutables. Que feriez-vous si vous découvriez un tel mensonge dans votre famille, venant de quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue? Si ce rebondissement vous a choqué, suivez la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer le prochain drama. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette femme mûre et riche, habituée à diriger un empire, se voyait dépouillée non seulement de sa fortune, mais aussi de sa dignité. Lucien, le charmant jeune homme qui lui avait promis l'amour éternel, se révélait un prédateur calculateur. Elle se retrouva seule, mais cette fois, sa solitude s'accompagnait d'une colère grandissante et d'une détermination farouche. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de trahison, d'humiliation. Il s'agissait de la femme qu'elle s'était laissée être et de celle qu'elle devait redevenir. Les nuits blanches devinrent un supplice, mais aussi un catalyseur. Elle devait agir, et elle avait besoin d'aide. Changer, avec ses châteaux et ses vignobles, serait le théâtre de sa vengeance. Élise ne se laissa pas abattre. La douleur de la trahison était atroce, mais la colère, un feu froid et implacable, la poussait. Le lendemain matin, alors que Lucien était opportunément en voyage d'affaires à Paris, une excuse qui sonnait désormais creux, Élise appela sa vieille amie et avocate, Maître Dubois. « Claire, j'ai besoin de vous. C'est urgent. »« Il s'agit de Lucien, » dit Élise d'une voix ferme, mais avec une tension que Claire, à l'autre bout du fil, perçut immédiatement. Claire Dubois était une figure emblématique de Dijon, réputée pour sa vivacité d'esprit et son intégrité à toute épreuve. Dans l'élégant bureau donnant sur la place François-Rude, Élise raconta toute l'histoire, le charme de Lucien, les documents signés sans lecture attentive, les mystérieux virements bancaires. Claire écoutait, l'air sérieux, prenant des notes méticuleuses. « Élise, c'est grave, mais nous allons agir. Il nous faut des preuves irréfutables, » déclara Claire, sa voix neutre trahissant le flou de l'émotion. Elle suggéra un audit complet et l'engagement d'un détective privé discret. Pendant ce temps, au château, Marie, la fidèle servante, se révéla un atout inattendu. « Madame, j'ai vu des choses, » avoua Marie, le regard rempli d'inquiétude. Elle rapporta avoir vu Lucien en pleine conversation secrète, utilisant un ordinateur portable qui n'était pas le sien, et remarqua qu'il avait rangé des documents dans un dossier caché derrière des livres de la bibliothèque. Il recevait aussi de nombreuses lettres d'une femme qu'il brûlait systématiquement, ajouta Marie à voix basse. Élise sentit un nœud se nouer, l'adultère en plus du vol. L'humiliation s'accentua.
Grâce aux informations de Marie, Élise et Claire élaborèrent un plan. L'enquêteur, M. Jean-Pierre, un policier à la retraite réputé pour son infatigable, se mit à la poursuite de Lucien. Il découvrit que Lucien occupait un appartement discret à Paris et que, loin des vignobles de Changé, il menait une vie luxueuse, bien au-delà de ce que son prétendu salaire de sommelier lui permettait. Les photos et les rapports de Jean-Pierre affluèrent, chacun blessant profondément Élise, mais renforçant aussi sa détermination. On y voyait des images de Lucien participant à des dîners coûteux, dans des boîtes de nuit exclusives, et plus douloureux encore, avec une jeune femme blonde qui l'embrassait ouvertement. « Mon amour, c'est pour toujours ». Les mots de Lucien résonnèrent à nouveau, cette fois avec un goût amer et caustique. L'audit, mené par une équipe de confiance en Claire, révéla l'ampleur des manipulations financières. Lucien avait créé des sociétés écrans, détournant des fonds des comptes d'Élise vers des projets et des placements fictifs. Il avait même hypothéqué une partie du vignoble, utilisant de fausses signatures, abusant de la confiance aveugle d'Élise. Le montant des détournements était astronomique, menaçant l'héritage familial Duval. Élise fut prise de vertige à la vue des chiffres, mais la douleur fit vite place à une fureur glaciale. Il l'avait non seulement trahie, mais avait tenté de détruire ce qu'elle et son mari avaient mis leur vie à construire. Un après-midi, alors qu'Élise et Claire examinaient les rapports dans le salon du château, le parfum de lavande qui s'échappait du jardin était une cruelle ironie. « C'est un maître manipulateur, Élise. Un véritable escroc », dit Claire en fermant l'un des rapports. « Mais nous avons des preuves, des tonnes de preuves. » Élise regarda par la fenêtre les vignes, qui semblaient désormais réclamer justice. « Il paiera pour ça, Claire. Il paiera pour chaque mensonge, pour chaque centime, pour chaque morceau de mon cœur qu'il a volé, » promit Élise d'une voix basse, mais pleine d'une force renouvelée. « Que feriez-vous si vous découvriez un réseau aussi profond de mensonges et de trahisons venant de quelqu'un que vous aimez? Ne manquez pas la fin. Suivez maintenant et activez la cloche. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette femme mûre et riche, habituée à diriger un empire, se voyait dépouillée non seulement de sa fortune, mais aussi de sa dignité. Lucien, le charmant jeune homme qui lui avait promis l'amour éternel, se révélait un prédateur calculateur. Elle se retrouva seule, mais cette fois, sa solitude s'accompagnait d'une colère grandissante et d'une détermination farouche. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de trahison, d'humiliation. Il s'agissait de la femme qu'elle s'était laissée être et de celle qu'elle devait redevenir. Les nuits blanches devinrent un supplice, mais aussi un catalyseur. Elle devait agir, et elle avait besoin d'aide. Changé, avec ses châteaux et ses vignobles, serait le théâtre de sa vengeance. Élise ne se laissa pas abattre. La douleur de la trahison était atroce, mais la colère, un feu froid et implacable, la poussait. Le lendemain matin, alors que Lucien était opportunément en voyage d'affaires à Paris, une excuse qui sonnait désormais creux, Élise appela sa vieille amie et avocate, Maître Dubois. « Claire, j'ai besoin de vous. C'est urgent. Il s'agit de Lucien, » dit Élise d'une voix ferme, mais avec une tension que Claire, à l'autre bout du fil, perçut immédiatement. Claire Dubois était une figure emblématique de Dijon, réputée pour sa vivacité d'esprit et son intégrité à toute épreuve. Dans l'élégant bureau donnant sur la place François-Rude, Élise raconta toute l'histoire. Le charme de Lucien, les documents signés sans lecture attentive, les mystérieux virements bancaires. Claire écoutait, l'air sérieux, prenant des notes méticuleuses. « Élise, c'est grave, mais nous allons agir. Il nous faut des preuves irréfutables, » déclara Claire, sa voix neutre trahissant le flou de l'émotion. Elle suggéra un audit complet et l'engagement d'un détective privé discret. Pendant ce temps, au château, Marie, la fidèle servante, se révéla un atout inattendu. « Madame, j'ai vu des choses », avoua Marie, le regard rempli d'inquiétude. Elle rapporta avoir vu Lucien en pleine conversation secrète, utilisant un ordinateur portable qui n'était pas le sien, et remarqua qu'il avait rangé des documents dans un dossier caché derrière des livres de la bibliothèque. Il recevait aussi de nombreuses lettres d'une femme qu'il brûlait systématiquement, ajouta Marie à voix basse. Élise sentit un nœud se nouer. L'adultère, en plus du vol. L'humiliation s'accentua. Grâce aux informations de Marie, Élise et Claire élaborèrent un plan.
L'enquêteur M. Jean-Pierre, un policier à la retraite réputé pour son infatigable, se mit à la poursuite de Lucien. Il découvrit que Lucien occupait un appartement discret à Paris et que, loin des vignobles de Changé, il menait une vie luxueuse, bien au-delà de ce que son prétendu salaire de sommelier lui permettait. Les photos et les rapports de Jean-Pierre affluèrent, chacun blessant profondément Élise, mais renforçant aussi sa détermination. On y voyait des images de Lucien participant à des dîners coûteux, dans des boîtes de nuit exclusives, et plus douloureux encore, avec une jeune femme blonde qui l'embrassait ouvertement. « Mon amour, c'est pour toujours ». Les mots de Lucien résonnèrent à nouveau, cette fois avec un goût amer et caustique. L'audit, mené par une équipe de confiance en Claire, révéla l'ampleur des manipulations financières. Lucien avait créé des sociétés écrans, détournant des fonds des comptes d'Élise vers des projets et des placements fictifs. Il avait même hypothéqué une partie du vignoble, utilisant de fausses signatures, abusant de la confiance aveugle d'Élise. Le montant des détournements était astronomique, menaçant l'héritage familial Duval. Élise fut prise de vertige à la vue des chiffres, mais la douleur fit vite place à une fureur glaciale. Il l'avait non seulement trahie, mais avait tenté de détruire ce qu'elle et son mari avaient mis leur vie à construire. Un après-midi, alors qu'Élise et Claire examinaient les rapports dans le salon du château, le parfum de lavande qui s'échappait du jardin était une cruelle ironie. « C'est un maître manipulateur, Élise. Un véritable escroc », dit Claire en fermant l'un des rapports. « Mais nous avons des preuves, des tonnes de preuves. » Élise regarda par la fenêtre les vignes, qui semblaient désormais réclamer justice. « Il paiera pour ça, Claire. Il paiera pour chaque mensonge, pour chaque centime, pour chaque morceau de mon cœur qu'il a volé, » promit Élise d'une voix basse, mais pleine d'une force renouvelée. « Que feriez-vous si vous découvriez un réseau aussi profond de mensonges et de trahisons venant de quelqu'un que vous aimez? Ne manquez pas la fin. Suivez maintenant et activez la cloche. » Élise, armée de preuves irréfutables et entourée de l'avocate Claire Dubois, était prête à la guerre. Changé, qui avait autrefois semblé un havre de paix, était devenu un champ de bataille. Lucien, inconscient de la tempête qui s'annonçait, revint de Paris quelques jours plus tard, avec le même sourire narquois, et répéta « Mon amour ». Il trouva Élise différente. Sa douceur avait fait place à une froideur mordante. Son regard, autrefois empli de passion, reflétait désormais une dureté implacable. L'affrontement final eut lieu au cœur du château, dans la grande salle à manger, sous le regard silencieux des portraits ancestraux de la famille Duval. Élise, assise en bout de table, attendait Lucien, qui entra avec son aplomb habituel. « Ma reine, tu m'as manqué », dit-il en tentant de l'embrasser. Élise recula, le dégoût lisant son visage. « Ne m'appelle pas comme ça, Lucien. Tu n'en as plus le droit. » Le sourire de Lucien s'estompa. Il remarqua le changement dans l'air. « Que se passe-t-il, Élise? Tu agis bizarrement. Les années te rendent-elles paranoïaque ?» Sa voix autrefois mélodieuse prit une teinte de dédain. Élise resta impassible. D'un geste ferme, elle jeta les rapports d'audit, les photos de Jean-Pierre et les relevés bancaires sur la table. « Voilà ce qui se passe, Lucien. Chacun de tes mensonges, chaque centime que tu as volé, chaque trahison. Je sais tout. » Le visage de Lucien pâlit. Le masque tomba complètement. Le bruit du papier tombant sur la table en bois résonna dans le silence tendu. Il tenta de retourner la situation, selon sa vieille tactique de manipulation. « C'est absurde. C'est une conspiration. On te trompe, Élise. Je t'aime. Non, Lucien, tu aimes mon argent. Tu aimes ce que mon nom peut t'apporter. Mais c'est fini, » répondit Élise d'une voix chargée d'une autorité qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Mon avocat prépare les papiers. Tu seras poursuivi pour escroquerie, détournement de fonds et manipulation. Et ne crois pas que tu t'en tireras impunément. » La colère envahit Lucien. Il frappa la table du poing. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai des choses qui pourraient te compromettre, Élise. Des photos, des lettres. Et si je lui disais que j'attends un enfant ?» Élise cligna des yeux, la surprise mêlée d'incrédulité. « Un enfant? Ton amant peut-être. Ne sois pas ridicule. Je ne suis plus la femme naïve que tu as connue. » La menace d'une fausse grossesse, un coup bas ultime et désespéré, ne l'atteignit pas comme il l'avait prévu. Elle avait déjà vu l'ampleur de sa manipulation.
Lucien, constatant l'échec de sa tactique, tenta une autre tactique. « Pense à ta réputation, la honte que cela fera peser sur le nom des Duval. Veux-tu passer pour la vieille femme ridicule trompée par un gigolo ?» Il tenta de s'attaquer à son point faible, l'honneur de sa famille et sa peur du jugement social. « La honte t'appartient, Lucien, pas moi, » rétorqua Élise, en se levant avec dignité. « J'étais une victime, certes, mais maintenant je suis une survivante, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire payer tes crimes. » Lucien, réalisant qu'il avait perdu le contrôle, s'enfuit du château dans sa voiture de sport, l'un des cadeaux qu'il avait acheté avec l'argent d'Élise. Son départ, un crissement de pneus sur le chemin de gravier, apporta un étrange soulagement à Élise. La bataille était loin d'être terminée, mais la première et la plus douloureuse confrontation était terminée. Les jours suivants, les menaces de Lucien s'intensifièrent. Il envoya des messages anonymes, tenta de la faire chanter avec des informations personnelles recueillies durant leur relation, et appela même les amis et partenaires d'Élise, répandant des calomnies et déformant l'histoire. Le petit changé, rapide et agile, se mit à murmurer. Élise ressentit le poids du jugement, la honte que Lucien voulait lui infliger, mais elle ne céda pas. Elle s'y était préparée. Claire, forte de son expérience, anticipait les moindres faits et gestes de Lucien. « Il est désespéré, Élise. C'est bon signe. Il fait des erreurs, » lui conseilla-t-elle, tandis qu'il se retrouvait dans un café discret de Beaune, où l'odeur du café torréfié et des croissants frais dissimulait la gravité de la situation. Marie, restée fidèle, devint également sentinelle. Elle intercepta certains messages de Lucien, enregistra ses appels menaçants sur la ligne fixe du château, et recueillit même des preuves qu'il avait tenté de s'infiltrer dans la propriété une nuit, vraisemblablement pour détruire des documents ou recueillir des informations compromettantes. L'instinct de Marie, toujours à l'affût, se révéla précieux. Tandis que la bataille juridique se déroulait, Élise puisa sa force intérieure. Elle se souvint de ses vignes, de la façon dont les raisins, même après une tempête, parvenaient à mûrir. Elle n'était plus la femme seule et vulnérable. Elle était Élise Duval, héritière d'un héritage, et elle était prête à se battre pour le défendre. Ne manquez pas la fin. Suivez maintenant et activez la cloche. La bataille juridique fut intense, menée devant le tribunal de Dijon, où la réputation de la famille Duval et la ruse de Lucien s'opposèrent à la détermination d'Élise et à l'esprit de Claire. Lucien, avec son langage mielleux et son charme, tenta de manipuler le jury et le public, dépeignant Élise comme une femme amère et vengeresse. Il fit même témoigner la jeune blonde, sa complice, alléguant une grossesse promptement démasquée par les examens médicaux demandés par Claire. Les manipulations affectives, le chantage et les calomnies de Lucien furent révélés un à un, grâce aux preuves irréfutables recueillies par les témoignages passionnés et fidèles de Jean-Pierre et Marie. Le tournant fut lorsque Claire présenta les détails de l'hypothèque frauduleuse sur le vignoble et des sociétés écrans. La fraude était indéniable, et la fureur du tribunal face à l'exploitation d'une veuve âgée était palpable. La confrontation finale entre Élise et Lucien au tribunal fut dramatique. Elle le regarda, non pas avec haine, mais avec un calme résolu. « Tu as essayé de me voler mon héritage, Lucien, mon nom, mon histoire. Mais ce que tu ignorais, c'est que Changé, comme moi, a des racines profondes, et il ne plie pas facilement, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Finalement, la justice l'emporta. Lucien Moreau fut reconnu coupable d'escroquerie et de détournement de fonds, condamné à des années de prison et sommé de restituer ce qu'il avait volé, bien qu'une grande partie ait déjà disparu. Sa jeune complice dut également assumer les conséquences de ses actes. La victoire fut douce amère pour Élise, qui avait perdu une partie de sa fortune, et, plus douloureusement, l'innocence de son cœur. Mais elle retrouva quelque chose de bien plus précieux, sa dignité, sa force et sa voix. Ainsi, Élise a non seulement récupéré financièrement, mais elle en est ressortie plus forte et plus sage. Elle a honoré son engagement en fondant l'association Raïs d'Achangé, dédiée au soutien des femmes âgées vulnérables, en leur offrant un accompagnement juridique et émotionnel contre les abus et la manipulation. Le château Duval et ses vignobles ont retrouvé leur prospérité, gérés avec la passion et la sagesse d'Élise,
désormais avec une nouvelle équipe de confiance. Elle a appris que le véritable amour ne requiert pas de sacrifice personnel, et que la solitude peut être comblée non par un amour illusoire, mais par un but et un lien réel avec la communauté. Ainsi, l'histoire d'Élise Duval devint un témoignage de résilience et d'émancipation à changer. Elle traversa les vignes, le soleil caressant son visage, sentant la brise familière. Elle n'était plus une femme solitaire, mais une matriarche respectée, une source d'inspiration. Le verre de vin qu'elle buvait au crépuscule ne servait plus à noyer sa solitude, mais à célébrer la vie, la force et la justice. Elle se souvint de ce que Marie lui avait murmuré un jour. « Madame, soyez attentive. » Et désormais, Élise vivait avec cette attention et cette conscience qui la protégeait et la rendait plus forte que jamais. Vous avez aimé? Imaginez cette histoire sur la Côte d'Azur avec une héritière de yachts trahie par un gigolo, ou en Alsace avec un vigneron et un faux vigneron. Proposez des vidéos dans les commentaires. Quel enseignement tirez-vous de cette histoire de dépassement d'obstacles et de renaissance? Partagez vos impressions et suivez la chaîne pour découvrir d'autres itinéraires inspirés de la France authentique et des histoires qui changent la vie.